Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant commencer ce webinaire dédié au benchmarking. Alors, que ce soit pour monter des projets ou que ce soit dans des activités typiquement d'accompagnement, notamment dans les régions, dans les établissements, nous avons besoin d'outils pour faire un état des lieux, pour comprendre le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation. Nous allons donc vous proposer ce webinaire qui va présenter deux outils très efficaces. Le premier outil qui va être abordé est celui mis en place par la Commission européenne qui s'appelle Dashboard. C'est un outil qui permet d'avoir un aperçu très précis du paysage recherche et innovation à différentes échelles avec une granularité qui va de l'ensemble de l'Europe, mais également à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un établissement, d'une thématique, pour aller jusqu'au niveau des projets. C'est donc un outil basé sur les résultats Horizon 2020 et bien sûr Horizon Europe à venir, qui va nous être présenté, qui est très pratique, qui est en ligne, qui est accessible librement par tout le monde. Et puis, dans un deuxième temps, nous présenterons l'outil Scanner qui est mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il s'agit d'un outil qui, lui, donne un aperçu très précis du paysage recherche-innovation en France, avec l'ensemble des participants. Et là aussi, avec une granularité à l'échelle des établissements, des unités de recherche, des laboratoires et même des individus, à la fois en tant qu'entité, en tant que thématique scientifique, publication, projet de recherche, projet obtenu. Nous avons intégré, bien entendu, les projets de recherche financés par Horizon 2020, Horizon Europe. Et donc, ces deux outils sont vraiment complémentaires lorsque soit on veut préparer un projet, soit on veut avoir un aperçu de l'état de l'art, de la situation, ou rechercher des partenaires. Et donc, c'est cet aperçu que nous voulons vous donner maintenant. Et je vous propose, Anne-Catherine Gridley de la Commission européenne, de prendre la main maintenant avec votre présentation. Merci Olivier, bonjour à tous. Merci tout d'abord au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'invitation. Je suis Anne-Catherine Gridley, je travaille à la Commission européenne, à la DG, donc à la Direction générale Recherche et Innovation, et plus particulièrement dans le service en charge des données. Je suis responsable de l'équipe données. Je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues Andrea Vlad et Lucas Olgado, qui vont être disponibles pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions via le chat. Alors là, j'espère que vous voyez bien mon écran. Quelqu'un peut me Oui, c'est parfait. C'est parfait. Super. Donc, la présentation est structurée en trois grandes parties. Une première partie, c'est une introduction générale sur l'outil, effectivement, Horizon Dashboard, ses caractéristiques clés. Ensuite, nous couvrirons quelques cas concrets d'utilisation, donc des cas concrets de questions auxquelles vous pouvez répondre en utilisant le dashboard. Et on terminera par une petite section sur où vous pouvez trouver de l'information si vous voulez en savoir plus et questions-réponses évidemment, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, je vous invite, avant de commencer la présentation, à me rejoindre sur Slido. Donc, slido.com, donc soit vous allez via votre browser sur slido.com, soit en utilisant le QR code, et de taper le code, donc hashtag Horizon, et vous allez avoir accès à une petite question, parce que je voudrais savoir qui j'ai en face de moi et si vous connaissez l'Horizon Dashboard. Donc, la question, c'est connaissez-vous l'Horizon Dashboard? Oui, et vous l'utilisez fréquemment, ou oui, vous l'avez déjà utilisé une fois, deux fois, ou non, pas du tout. Donc voilà, ça me permettra un peu de voir, de pouvoir adapter le niveau de présentation. Alors, je vois que certains sont très rapides. Je vois que la majorité d'entre vous ne connaissent pas, enfin une grosse moitié d'entre vous ne connaît pas le dashboard. Donc c'est bien, vous allez découvrir un nouvel outil aujourd'hui qui j'espère va pouvoir vous aider dans le futur. Donc continuez à répondre. Je vais passer à la présentation parce que je sais que le temps est compté. Donc
republie ma présentation. Voilà, donc je commence par une introduction générale. Donc, qu'est-ce que le dashboard Horizon? En fait, c'est un outil qui a été développé, qui a commencé à être développé en 2017 par la Commission européenne comme one-stop shop pour les données des programmes européens de recherche. Alors, pour le moment, c'est un outil qui vous permet d'accéder à des statistiques très générales sur le programme, mais aussi qui vous permet de plonger dans les données, d'analyser les données, de faire des drill down, d'appliquer des filtres, etc. sur des thématiques particulières. Donc, deux utilisations possibles, indicateur statistique général ou vraiment analyse plus poussée des données. Alors, il couvre actuellement les données des programmes FP7 et Horizon 2020, donc qui se terminent, mais bientôt Horizon Europe. Donc, on espère qu'à partir du moment où les données des résultats des premiers appels à proposition seront disponibles, probablement aux alentours de septembre, donc après l'été, septembre, octobre, nous pourrons déjà intégrer ces données-là dans le dashboard. Il couvre à la fois les données des propositions, mais aussi des projets. Vous voyez aussi des données sur les bénéficiaires, les taux de réussite par pays, par région. On peut aussi trouver des données sur collaboration, qui sont les partenaires, de quel pays viennent les partenaires qui travaillent sur les mêmes projets. On a aussi des données sur les résultats, les droits de propriété intellectuelle, donc tout ce qui est brevets, trademarks, etc. Et aussi des données sur les publications scientifiques. Vous avez probablement entendu que l'Union européenne a mis un focus très important sur tout ce qui est impact de ces programmes. Donc on veut mesurer l'impact et être sûr que l'argent qui est investi, évidemment, l'est investi à bon escient et porte ses fruits. Donc, on a tout un programme qui est mis en place pour mesurer tout cet impact et notamment en se basant sur les résultats. Le dashboard permet aussi d'avoir des vues thématiques par pays, par organisation, aussi par thématique plus centrée sur le programme, donc sur la partie plus European Innovation Center Pilot de Seal of Excellence, la coopération internationale, donc je vais couvrir ça, et les données sont mises à jour mensuellement. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour augmenter la périodicité de la mise à jour, de manière à ce que vous puissiez plus fréquemment bénéficier de données mises à jour. Donc, le public cible pour l'Horizon Dashboard, c'est tout d'abord le grand public, hein, tout un chacun qui s'intéresse au dashboard et au programme, pardon, qui veut savoir ce qui se passe, les journalistes, mais on cible évidemment les États membres de l'Union européenne et les pays associés au programme, et évidemment la communauté recherche et innovation qui est intéressée par tous ces projets-là. Alors, les questions auxquelles on peut répondre, c'est par exemple, comment la France performe-t-elle dans les programmes de recherche européens? Quels sont les bénéficiaires français? Avec qui collaborent-ils? Sur quel projet travaillent-ils? Quelle est la situation dans une région particulière? Comment est-ce que deux régions se comparent? Quels sont les projets dans un domaine spécifique? Donc, comme vous voyez, on peut aller dans différentes directions. Et l'avantage du dashboard, c'est que vous avez vraiment la possibilité de faire du drill down jusqu'au projet. Donc, on part du projet et on agrège les données selon différentes dimensions. Point important pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'Horizon Dashboard, c'est comment y accéder. Bon, très facile. L'outil Google, dans votre barre de recherche, vous tapez Horizon Dashboard et je pense que dans Google, il apparaît, en tout cas aujourd'hui matin, il apparaissait en premier dans la recherche. Une autre façon de procéder, c'est de vous connecter au portail Funding and Tender Opportunities de l'Union européenne. Donc, c'est le portail où vous pouvez accéder à tous les calls, etc. Et dans la section Project Results, donc vous allez voir ici en jaune, vous pouvez sélectionner le programme Horizon 2020 et vous aurez accès aux différents outils relatifs au programme Horizon 2020 et le Horizon Dashboard est le premier outil. Donc vous cliquez sur le bouton bleu et vous y arrivez. Une autre façon de procéder, c'est de directement taper cette adresse dans votre browser. Je pense que
la présentation sera mise à votre disposition, donc vous aurez toute cette information. La page d'accueil de l'Horizon Dashboard, c'est celle-ci. C'est assez complet parce que le dashboard, ce n'est pas un seul outil, en fait, c'est une multiplicité de petits outils qui vous permettent de voir les données sous différents angles. Donc, vous pouvez voir des projets, propositions, des données relatives à des organisations, des données relatives au pays, des données relatives aux résultats, et puis des aspects plus spécifiques. Alors, pour accéder à ces différentes vues sur les données, vous avez les boutons bleus sur lesquels il vous suffit de... Alors, comme je le disais, on a commencé par ce qui était donné de base, hein, les projets financés, soit H2020 et FP7. Donc, ici, vous avez la page d'intro, enfin la première page pour tout ce qui est projet H2020. Vous avez des données, des indicateurs clés qui se retrouvent toujours au-dessus de la page, et puis des graphiques qui présentent différents aspects. Donc, ici, l'évolution des conventions signées au cours du temps. Ici, les projets, les plus gros projets, donc les top funded projects, donc les projets les financés, les topics, les domaines, les différents types d'actions, etc. Donc ça, c'est pour H2020, mais vous avez la même chose pour FP7, donc une autre vue. Vous avez aussi des vues par proposition. Là, au niveau des propositions, on touche à des données un peu plus sensibles, hein. Donc, nous, ce qu'on rend public, c'est uniquement les propositions qui ont été financées. Et au niveau agrégé, on vous fournit des chiffres sur la totalité des propositions. Mais vous ne trouverez jamais dans les dashboards publics des données détaillées sur les propositions qui n'ont pas passé la sélection, qui n'ont pas abouti à la signature d'une convention. Alors, il y a, donc au départ, vers 2017-2018, on a commencé à fournir des données sur les propositions et les projets. Et puis, plus le temps avance, plus on est en mesure de fournir des données plutôt par thématique ou par domaine. Et récemment, je pense que c'est l'année passée, où il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, on a publié le premier country profile. Ça, c'est une vue des données par pays. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner le pays, et en l'occurrence, dans votre cas, la France, et de voir toutes les données relatives au programme qui concernent la France. Donc, des indicateurs clés, des chiffres détaillés par pays et pour la région. Ici, l'exemple montre la Belgique, hein, avec la Wallonie et la Flandre. Vous pouvez comparer avec d'autres pays. Vous avez une synthèse par thématique du programme. Vous pouvez trouver des détails sur la performance des PME. Vous pouvez voir la collaboration avec les autres pays et des indicateurs du paysage recherche et innovation, des indicateurs qui sont des indicateurs Eurostat ou OECD ou de la World Trade Organization, comme par exemple le pourcentage de chercheurs dans la population, le pourcentage de publications qui sont parmi les publications les plus citées, etc., qui sont des indicateurs génériques du paysage recherche et innovation. Alors, ensuite, si je peux cliquer, nous avons aussi des vues sur les résultats des projets. Alors, les résultats couvrent FP7 et H2020. On couvre les droits de propriété intellectuelle et les publications. Attention que ces données sont les données rapportées par les bénéficiaires. Et c'est là qu'on a parfois des problèmes de qualité de données, parce que tout n'est pas toujours rapporté, ou alors le projet se termine, enfin, le financement se termine avant qu'une publication ait lieu, etc. Donc, ce qu'on fait, nous, de notre côté, puisque je vous ai dit que mesurer l'impact était super important, c'est qu'on essaye de lier maintenant ces données qui sont rapportées avec des bases de données externes, telles que par exemple l'Office européen des brevets, pardon, le PO, des données comme des bases de données comme Scopus, Web of Science, etc., qui enregistrent aussi les publications, et on essaye d'améliorer la qualité de ces données et d'enrichir ces données avec des données d'autres bases de données. Donc il y a un gros travail de notre côté qui est en cours de ce côté-là. Alors, nous avons aussi des vues thématiques. Alors, dans les vues thématiques, j'ai parlé de l'EIC Pilot. Il y a aussi le Seal of Excellence. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les propositions
qui ont été évaluées par la Commission européenne comme étant des propositions de très haute qualité, mais qui n'ont malheureusement pas pu être financées par manque de budget, sont flaguées d'un sceau qu'on appelle Seal of Excellence, qui permet éventuellement aux régions ou au gouvernement, au niveau national, s'il y a des fonds au niveau national, de financer ces propositions, je pourrais dire les yeux fermés. Elles ont déjà été évaluées, donc il y a un panel d'experts qui les a passées au crible et qui a déjà identifié que ces propositions valaient la peine d'être financées. Donc si vous avez des fonds au niveau régional que vous voulez investir, regardez à ce dashboard qui vous donnera accès à ces propositions intéressantes. Alors, une dernière vue thématique qui a été mise en production récemment, c'est une vue sur la coopération internationale. Donc comme vous le savez probablement, un des objectifs aussi de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne, c'est de développer les échanges internationaux et d'aider les pays tiers aussi à se développer de leur côté. Et donc, on a, au travers de Horizon 2020 et Horizon Europe, toute une série d'actions dédiées à cette coopération internationale. Et nous avons un dashboard qui nous permet de voir avec quels pays tiers on collabore, comment ça se passe, etc. Alors, il y a des pays tiers hyper développés, évidemment, comme la Chine ou Israël, etc., qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais il y a aussi des pays tiers moins développés, comme l'Afrique ou comme des pays d'Amérique du Sud avec lesquels on collabore. Voilà pour une vue générale de tout ce que vous pourrez trouver dans le Horizon Dashboard, mais vraiment à très haut level. Maintenant, le dashboard présente quelques caractéristiques clés, pardon. Premièrement, il a un design adaptatif. Donc, quel que soit l'outil que vous utilisez pour consulter le dashboard, que ce soit votre ordinateur, une tablette, un GSM, l'outil va s'adapter et vous pourrez naviguer facilement. Donc ici, je vous donne un exemple de ce que vous voyez sur un écran PC, mais si vous adaptez à l'écran de votre portable, vous verrez que les indicateurs clés, au lieu d'être au-dessus, vont se mettre à la queue leu comme ça. Donc, design adaptatif, vous trouverez de nombreux visuels, donc des cartes, des bar charts, des pie charts, excusez-moi, je parle beaucoup en anglais, mais c'est notre langue de travail. Donc, je ne sais pas nécessairement comment on traduit en français, des camemberts, des plot charts, ça je ne sais pas le nom en français par contre. Donc voilà, vous avez pas mal de visuels, donc c'est assez agréable comme outil. Vous avez la possibilité pour chacun des visuels de l'agrandir en full écran. Donc il y a un petit sigle en haut à droite de chaque visuel avec deux flèches qui vous permettent de l'agrandir. Ici, il est déjà en full écran. Vous pouvez fermer le full écran comme indiqué ici. Hop, voilà. Donc, désolé. Donc, vous avez les deux flèches pour agrandir. Et quand on agrandit, voilà à quoi ça ressemble. Pour fermer. Alors, c'est un outil interactif. Vous pouvez filtrer, donc il y a toute une série de filtres qui apparaissent en haut de l'écran, les filtres les plus courants, le pays, la priorité thématique, la référence de l'appel, la date de la signature que vous voyez ici. Vous cliquez sur le filtre, il y a toute une série de valeurs qui apparaissent et vous sélectionnez la valeur. Ici, c'est Belgique. Et vous avez la possibilité aussi de faire du drill down. Donc, quel que soit l'endroit où vous cliquez dans le dashboard, un filtre va s'appliquer. On le verra plus en détail plus tard. Donc ici, je montre les filtres les plus courants qui sont en haut. Il y a plus de possibilités. Si vous voyez trois petits points ici, c'est qu'il y a plus de filtres possibles. Vous cliquez là-dessus si vous êtes curieux et vous pourrez voir les autres possibilités. Et comme je le disais, quand vous cliquez sur un bouton, il y a une liste de valeurs qui apparaît. Vous pouvez sélectionner une des valeurs ou chercher une valeur parmi cette liste. Alors attention que le filtre s'applique à toutes les données dans toutes les pages, sauf mention contraire. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez cliquer dans chaque visuel. Donc quand on a un bar chart ici, si vous êtes intéressé par voir le détail pour, par exemple, verser, vous cliquez dessus, vous appliquez et le filtre va s'appliquer et apparaître en haut de
tout en haut de l'écran. Donc les filtres sélectionnés apparaissent en petit. Je pense que ça doit être très petit à votre écran, mais c'est malheureusement comme ça avec Teams. Alors vous avez aussi plusieurs pages dans le dashboard et il y a la possibilité de naviguer au travers de ces pages-là. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton bleu, donc au départ de la page d'accueil de Horizon Dashboard, vous allez vous allez accéder à une première page. Mais sachez que derrière, il y a d'autres pages avec plus de détails, plus d'indicateurs, plus de détails. Pour accéder à ces pages-là, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur la, la page dans laquelle vous êtes en fait. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez un petit menu qui va apparaître comme ça, où toutes les pages disponibles apparaissent. Donc dans le cas ici, je suis dans le H2020 Projects Dashboard. On a une page résumé, on a une page H2020 Projects et puis on a une page H2020 Participation. Pour voir toutes les pages, vous pouvez faire comme ça. Une autre option pour naviguer, c'est d'utiliser les petites flèches ici qui vous permettent d'aller en avant ou en arrière dans les pages. Et d'autres fonctions existent pour améliorer l'expérience utilisateur. Vous avez la possibilité de faire une recherche avancée. Je vais montrer un exemple dans les cas concrets. Vous avez la possibilité d'exporter une image. Donc, s'il y a un graphique, par exemple, que vous voulez réutiliser dans un rapport, vous cliquez droit et vous avez l'option Export as an image qui va apparaître. Vous pouvez aussi, pour les tableaux de données ou les tableaux de projet, par exemple, exporter les données via Excel, ça peut être utile également. Et de nouveau, il vous suffit de cliquer droit dans le tableau pour avoir l'option Export Data. Voilà, donc en gros, là maintenant, je vous ai fait un petit tour du dashboard. J'ai conscience que je parle rapidement. J'espère que ça va. Dites-moi dans le chat si vous voulez que je ralentisse le flow ou si ça va. Je ne vois pas de commentaires, donc je suppose que ça va. Ok, parfait. Merci merci à ceux qui ont répondu. Donc, les cas concrets d'utilisation. Donc, je vous propose maintenant, en fait, de répondre à certaines questions qu'on nous pose en vous montrant concrètement comment vous pouvez naviguer dans le dashboard. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de me connecter en live. Donc, normalement, vous devriez toujours voir mon écran. Donc, en fait, je vais retourner. La question que je vais adresser maintenant, c'est quelle est la performance de la France dans Horizon 2020? Donc, en fait, ce que vous devez faire dans ce cas-là, c'est retourner dans l'Horizon Dashboard et aller dans le Country Profile parce que vous voulez voir le profil de la France dans Horizon 2020. Vous cliquez sur le bouton bleu et le Country Profile va s'ouvrir. Il n'y a pas de sélection de pays pour le moment. Vous voyez qu'en haut, il n'y a pas de filtre appliqué. Donc, je vais sélectionner la France. Donc, je sélectionne sur le filtre pays, je tape France et je sélectionne la France. Et vous voyez qu'immédiatement, toutes les données relatives à la France apparaissent. Donc, vous avez des données générales avec les organisations ou les établissements principaux qui participent dans le programme. Vous avez de second niveau, nombre d'experts français qui évaluent les propositions, la participation dans le programme Marie Curie, la participation dans tout ce qui est action EIC, Seal of Excellence, etc. Donc vous avez toute une série d'indicateurs, des statistiques par région. La France étant avec des domaines et territoires d'outre-mer, ben, nous avons une carte qui n'est pas nécessairement très sexy à regarder, mais nous avons la possibilité d'agrandir pour voir uniquement la partie continentale. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est vous pouvez regarder ce qui se passe dans une région spécifique. Donc, vous pouvez sélectionner une région et les données vont s'appliquer automatiquement à la région. Et ce que vous allez voir, c'est que donc il y a
le drill down se passe au niveau régional via les codes NUTS. Donc, on a les codes NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3 qui font un drill down de plus en plus précis dans la région. Donc, dans ce cas-ci, j'ai sélectionné la région Bourgogne-Franche-Comté, comme vous voyez apparaître dans les filtres. Et j'ai maintenant le niveau NUTS 2 qui apparaît. Si je sélectionne cette partie-ci, qui est la région Bourgogne, je vais arriver au niveau NUTS 3. Et je peux encore faire un autre drill down et aller, par exemple, dans Lyon. Voilà, et vous allez avoir les données au niveau régional. Donc, c'est comme ça que vous pouvez accéder au niveau régional. Donc, quand je n'ai plus envie de mes filtres, je les enlève ici en haut pour retourner au niveau français. Donc, ici, j'ai des données régionales, génériques sur la participation de la France avec comparaison au niveau du programme total. Mais je peux aussi naviguer dans les pages pour avoir des comparaisons, par exemple, avec les autres pays. Donc, on voit que la France est le 3e pays après l'Allemagne et le Royaume-Uni à bénéficier de la contribution Horizon 2020. On voit le ranking par habitant, le ranking en nombre de participations, en nombre de budget, donc budget, là c'est au niveau du budget. Vous avez la possibilité dans les graphiques, donc ici je montre le ranking de la France par rapport au financement qu'elle reçoit. Mais vous voyez qu'il y a une petite flèche ici, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez choisir de montrer le ranking par rapport à la contribution qui a été demandée, par exemple, pas par rapport à la contribution qui a été allouée. Donc, quand vous avez une petite flèche comme ça dans le dashboard, vous pouvez toujours voir ce qu'il y a derrière et changer les mesures. Donc, vous avez aussi des infos sur la participation des PME. Donc ici, c'est vraiment une page dédiée aux PME. Vous voyez les PME les plus actives dans le programme ou celles qui bénéficient du plus de financement. Le nombre de PME qui ont rempli un formulaire de participation et le nombre de PME qui ont effectivement reçu une contribution, etc. etc. Il y a plein de choses à découvrir, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Alors ça, c'est au niveau de la participation de la France. Au niveau de la participation d'une région, je vous ai montré comment on pouvait faire. Je vais revenir à la page principale. Donc, pour revenir à la page principale, soit j'utilise les petites flèches, soit je vais dans le menu pour voir toutes les pages disponibles et je retourne dans la page Key Figures. Ici, ce que j'ai la possibilité de faire ici, donc vous voyez qu'on monte les régions au niveau NUTS 1. Si vous voulez changer le niveau et montrer le niveau plus granulaire, vous pouvez aussi aller utiliser le filtre Select Map Level, donc sélectionner le niveau dans la carte. Et je veux montrer les NUTS 3, qui est le niveau le plus granulaire. Donc là, vous allez voir que la carte s'adapte. Vous allez voir qu'il y a des régions qui n'ont aucune participation, par exemple, dans le programme, la Creuse et la Haute-Marne, ici. Donc et en fonction de la couleur, vous voyez les régions qui participent plus que d'autres. Donc ça, c'est une manière aussi de comparer des régions entre elles. Alors, une question qu'on nous pose souvent, c'est avec qui les bénéficiaires d'un pays X collaborent-ils? Donc, je vais prendre le cas de la France, puisqu'on fait une présentation en France, et essayer de répondre à la question avec qui les bénéficiaires français collaborent-ils? Donc là, de nouveau, c'est dans le dashboard Country Profile qu'on va trouver cette info-là. Il vous suffit donc de supprimer les filtres dont vous n'avez plus besoin. Donc moi, je vais garder le filtre France ici, et je vais aller voir dans la page collaboration avec des autres pays. Donc dans la page collaboration avec les autres pays, vous allez voir avec qui les participants français collaborent. Donc c'est principalement avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, avec d'autres bénéficiaires français, aussi avec... voilà. Donc voilà, vous voyez un peu tout le monde. Si vous voulez voir le graphique en entier, vous cliquez sur Full Size, vous voyez tous les pays. Vous pouvez exporter cette info-là ici en cliquant en droit sur en Excel pour avoir les données qu'il y a derrière en Excel. Il y a moyen de faire plein de choses avec ça.
Alors maintenant, je voulais voir avec qui la France collaborait, donc je le vois ici aussi visuellement. Maintenant, si je veux aller dans le détail et je veux voir un petit peu, tiens, quels sont les projets sur lesquels je collabore, la France collabore avec l'Italie, il vous suffit de sélectionner l'Italie ici, et vous allez voir que, voilà, effectivement, la carte s'adapte et c'est le flux entre la France et l'Italie. Et vous allez voir tous les projets sur lesquels l'Italie et la France collaborent ensemble. Et vous pouvez cette vue, et donc vous voyez qu'il y a pas mal de projets ici. On en a toute une série sur laquelle l'Italie et la France. Vous pouvez faire des filtres. Vous pouvez faire des filtres par priorité thématique, par exemple. Vous allez pouvoir voir, tiens, je suis intéressée par la biotechnologie. Voyons un peu en biotechnologie ce qui se passe, avec qui est-ce qu'on collabore en France, quelles sont les sociétés. Et si vous voulez avoir plus de détails sur les projets, vous verrez qu'on a fait un lien ici avec l'application Cordis. Donc Cordis, c'est vraiment le répertoire des projets et des résultats. Donc vous pouvez vraiment trouver là dans Cordis le détail des projets avec les documents attachés, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait un lien entre les deux outils, parce qu'on pense que c'est vraiment complémentaire. Quand vous voulez vraiment avoir un détail sur un projet, je vous invite à cliquer sur le lien et alors ouvrir Cordis. Donc voilà, donc ça c'est une façon de voir avec quel pays un pays collabore. On est en train de travailler sur une version, enfin c'est dans nos projets, d'avoir une version qui vous permettrait de faire la même chose au niveau régional. Donc de pouvoir voir avec quelle région travaille. Donc ça c'est dans la prochaine itération de cette application-là, on va inclure plus de données régionales. Alors, une autre façon de procéder, vous pouvez aussi, donc ici on voit la collaboration de la France avec l'entièreté du monde. On peut aussi aller voir la collaboration de la France avec uniquement les États membres, par exemple. Donc, en prenant un country group plutôt qu'un pays, vous pouvez aller voir, tiens, comment est-ce que ça se passe la collaboration de la France avec les pays tiers, par exemple. Et hop, vous allez voir ici que la France collabore principalement avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Greenland, etc. Et si vous voulez le détail des projets, ben, même chose. Donc ça, c'était une autre étude de cas possible. Alors, autre question qu'on nous pose régulièrement, c'est quelle est la participation de l'organisation X dans H2020? Alors, pour faire ça, on a un tout nouveau dashboard qu'on a mis en ligne il y a quelques mois. On a l'Organization Profile que vous pouvez voir ici. Donc, vous allez ouvrir l'Organization Profile et vous avez la possibilité, dans l'Organization Profile, je vais retirer le filtre que j'ai mis, vous avez la possibilité de rechercher une organisation. S'il veut bien se rafraîchir, je pense qu'il s'endort. Donc, en fait, dans ce dashboard, vous avez la possibilité de filtrer l'information par le nom de l'organisation. Donc, en fait, exemple en France, si je prends l'Institut Pasteur, je pense que c'est une organisation bien connue, vous allez voir toutes les Instituts Pasteur dans leur nom. Je vais prendre celle qui se trouve en France, celle-ci, et je vois que les chiffres s'adaptent automatiquement pour l'Institut Pasteur, ce qui devrait être le cas. Je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, je recommence. L'Institut Pasteur. Hop, je le sélectionne. Voilà, donc maintenant il est là. OK, les chiffres sont un peu plus corrects. Donc vous voyez les statistiques pour l'Institut Pasteur. Donc de nouveau, il y a plusieurs pages. Donc il y a une page d'accueil, une page générale, deux pages avec des statistiques et une page avec une liste de projets. Donc pour l'Institut Pasteur, vous pouvez voir pour Horizon 2020 et FP7, puisque ça couvre les deux programmes, vous pouvez voir ce dont
les fonds dont l'Institut Pasteur a bénéficié. Si je suis intéressée uniquement par H2020, ben, je sélectionne H2020 et j'applique le filtre. Donc, vous voyez que j'ai appliqué le filtre H2020 et il ne me reste que des données H2020. J'ai l'information sur le rôle dans le projet. J'ai d'autres informations sur l'évolution de la participation, de la contribution, le nombre de projets qui sont toujours en cours et fermés, des keywords, etc. Les biologie, bioinformatics, vaccine. Malheureusement, le dashboard est en anglais et va le rester parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour nous de couvrir toutes les langues européennes. Donc, il n'est pas question pour le moment de traduire le dashboard. Donc, vous avez tout en anglais. Vous voyez aussi les collaborations entre l'Institut Pasteur et d'autres organisations. Et vous voyez aussi dans la dernière page la liste des projets dans lesquels l'Institut Pasteur est impliqué. Voilà, j'ai pris l'Institut Pasteur voilà, un peu au hasard parce que je pense que c'est une organisation qui est bien connue, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle organisation, que vous connaissiez son nom ou pas, ou que vous connaissiez son PIC, donc son identifiant unique dans Horizon 2020 ou pas. Et alors, avant de clôturer, je voudrais voir une dernière question qui est posée très régulièrement, c'est quels sont les projets financés dans un domaine particulier. Alors pour ça, on retourne à la page principale du dashboard et on va aller regarder dans tout ce qui est Funded Projects. Donc je dois rafraîchir, je vais aller dans le dashboard projet. Donc là, il n'y a aucun filtre. Donc imaginez que vous êtes intéressé dans un domaine particulier, les batteries électriques. Vous avez la possibilité d'utiliser une recherche avancée. Si vous ne savez pas quel filtre appliquer, hein, vous avez la possibilité d'utiliser cette recherche avancée en cliquant sur la petite loupe ici en haut à gauche et en tapant batteries. Et je vois qu'en fait, en tapant batteries, j'ai la possibilité d'utiliser différents filtres. Et on a cette classification en fait des projets qui s'appelle la classification Euroskivox. Si vous voulez plus de détails, on pourra demander à mon collègue Lucas qui est ici avec nous aujourd'hui. Mais c'est une classification thématique des projets. Donc vous pouvez filtrer et c'est une classification assez standard. Donc je peux filtrer sur tous les projets Euroskivox qui sont associés avec la thématique Electric Batteries, comme j'étais intéressée. Mais vous pouvez aussi utiliser les keywords. Alors attention que les keywords, là, c'est une classification qui est faite par le participant. Donc au moment d'introduire sa proposition, le participant a la possibilité de choisir et d'associer une série de keywords. C'est plus ou moins précis, mais on sait que par expérience, certains aussi des keywords qui sont assez loin de leur domaine pour essayer de maximiser leurs chances. Je ne sais pas si ça marche, mais pour essayer de maximiser leurs chances de réussir. C'est notamment le cas pour Artificial Intelligence, où on a énormément de projets associés à ce keyword-là, et alors qu'on voit que les projets sont plus ou moins loin du domaine. Donc, dans mon cas, je vais choisir Electric Batteries et je vais voir que tous les chiffres s'adaptent. Et je vois que dans H2020, 10 conventions qui ont été signées. Et si je veux avoir le détail, ben, je regarde dans ce tableau Top Funded Project. Je devrais voir les 10 projets et avoir la possibilité, effectivement, d'avoir les 10 liens vers Cordis et de refiltrer ou de voir qui est impliqué dans ces projets-là. Donc voilà, ça c'est une façon de trouver des projets par thématique. Si vous connaissez les thématiques du programme, vous pouvez évidemment aller via la structure du programme. Donc il y a plusieurs façons de rechercher des projets associés à une thématique particulière. Voilà. Pas été trop rapide. J'ai essayé de couvrir le plus en un minimum de temps et je pense que j'ai dépassé dans la partie
Je vais terminer par où trouver plus d'informations. Alors, il y a le portail Funding and Tenders Opportunities où vous retrouvez tous ces petits boutons bleus sur lesquels vous pouvez cliquer, mais vous retrouvez aussi une série d'informations et de tutos que vous pouvez consulter. Il y a le Quick Guide qui est en fait un petit résumé de tous les trucs et astuces pour utiliser le dashboard. Comment naviguer, comment filtrer, comment exporter les données. Un peu ce que je vous ai montré aujourd'hui très rapidement. Donc, c'est un petit guide en PDF que je vous invite à avoir sous la main si vous utilisez le dashboard pour la première fois. Il y a aussi des questions fréquemment posées que vous pouvez consulter. Donc là, chaque fois qu'on a une question qui revient régulièrement, on essaye de produire une fiche. Et puis, on a produit quelques petites vidéos, une vidéo d'introduction sur le dashboard, comment trouver des participants, comment monitorer la participation des PME, sub-countries, etc. Et on enrichit régulièrement avec des nouvelles vidéos. Donc voilà, vous retrouvez ça dans la page d'accueil. Vous avez Cordis, hein, j'en ai parlé, où il y a les projets, les résultats, mais aussi d'autres informations plus thématiques, les magazines Research EU Magazine, par thématique, des résultats aussi par thématique, donc une série de projets de résultats regroupés par thématique. Et last but not least, le dernier outil qui a été mis en ligne, l'Horizon Results Platform. Donc, s'il y a des bénéficiaires parmi vous, donc des bénéficiaires qui ont vu leur projet financé et qui ont produit des résultats et que vous voulez aller plus loin avec vos résultats, à savoir trouver du financement complémentaire, trouver des partenaires, trouver de l'aide pour déposer des brevets, etc., je vous invite à enregistrer votre résultat sur le Horizon Results Platform parce que le but de cette plateforme-là, c'est vraiment d'aider les bénéficiaires à booster leurs résultats et à aller plus loin avec le résultat du financement fourni par l'Europe. Donc, c'est un nouvel outil. C'est assez chouette. Ils ont développé aussi une TV où vous avez des personnalités comme des venture capitalistes et des business angels, etc., qui viennent parler de leur expérience. Donc, c'est en anglais, mais voilà, je vous invite vraiment à regarder ce nouvel outil. Voilà, je n'ai pas du tout suivi le chat parce que c'est pas possible de faire une présentation et de suivre le chat. Donc, Olivier, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions? Merci. On a eu en fait un certain nombre de questions, mais vos collègues y ont répondu dans le chat. Donc, je crois que les réponses étaient suffisamment claires, à moins qu'il y ait une question particulière, mais je ne vois pas trop. La plupart des questions avaient très clairement des réponses données. Donc, je crois que c'était bien. On peut dire que maintenant, il faut essayer, hein. Donc, allez voir le dashboard, essayez-le, testez, vous verrez la grande richesse. Il y avait peut-être une question. Il est possible de se créer un profil, je crois, dans le dashboard et de sauvegarder un certain nombre de requêtes ou de bandes particulières que vous souhaitez réutiliser. Oui, il est possible de prédéfinir un certain nombre de filtres et de les sauvegarder. Il y a une FAQ à ce sujet-là. Donc peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans le chat vers la fiche qui explique comment faire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On pourrait rester encore 2 heures dessus, mais on a une deuxième présentation qui doit suivre. Merci à vous. C'est vraiment un outil extrêmement performant et très intéressant. Et n'hésitez pas, les uns et les autres qui suivent, à le tester dès maintenant, en suivant le lien et puis toutes ces indications et toutes les explications. Et puis rassurez-vous, on vous proposera d'autres formations plus complètes encore sur le dashboard dans les mois et les années qui viennent, hein. Horizon Europe, ça va durer 7 ans. Donc on aura le temps d'y revenir. Ne vous inquiétez pas et merci beaucoup. Je propose de passer la parole maintenant à nos collègues, à Emmanuel Wessenberger. Bonjour Emmanuel, pour nous présenter Scanner, un outil très complémentaire qui présente cette fois-ci de manière très précise le paysage français recherche-innovation. Emmanuel, je te propose de prendre la main maintenant.
Normalement, ça marche. Vous devez voir mon écran. Oui, c'est bon, ça Bon. fonctionne, on voit très bien l'écran et je viens de mettre dans le fil du chat le lien vers l'outil scanner, comme ça si vous voulez cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Voilà. Très bien, merci Bon. beaucoup. Je ne vais pas tout à fait respecter le contrat puisque je passais après Horizon Europe. Donc, et d'ailleurs, j'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur les effets de siège et puis les petites particularités françaises comme la mixité des unités de recherche qui provoquent des petits aléas et des petits sauts dans l'analyse des participations. Donc, un premier focus sur un traitement un peu spécifique qu'on fait en parallèle à l'ensemble des tableaux de bord qui sont produits au niveau français depuis le FP7 au service de la communauté et qui vont sans doute être reconfigurés au vu des avancées qui ont été faites au niveau européen. Ce n'est pas la peine de refaire des choses qui sont déjà faites avec des moyens importants. Mais en tout cas, on conduit un petit travail un peu spécifique avec des organismes partenaires, CNRS, INRAE, INRIA, ONERA, que je vous présenterai et qui est assez intéressant. Et ensuite seulement, je vous parlerai de Scanner, qui est un gros outil d'aide à la caractérisation des profils des acteurs de la recherche et de l'innovation en France. Voilà, donc juste pour situer très rapidement, vous avez en face de vous le représentant d'une équipe qui s'occupe de données au ministère, qui dispose de toutes les compétences pour traiter tout le flux de la donnée, de son accès à sa valorisation. Et juste pour préciser que en fait, l'ensemble de nos travaux sont construits à partir de données ouvertes et l'ensemble des données qu'on utilise à la fois et des retraitements qu'on opère, des enrichissements sont proposés sous forme ouverte et réutilisable avec une licence qui permet leur réutilisation sous différentes formes plus ou moins techniques. Je ne m'appesantis pas là-dessus, mais c'est une caractéristique générale de tous les travaux qu'on va mettre en place. Et donc, je ne le répéterai pas, mais l'intégralité de ce qui est fait, de ce qui est disponible, est accessible à tous, sans identifiant et sans mot de passe, et est construit sur des données ouvertes, respecte évidemment les règles de diffusion de l'information. Et pour illustrer, j'entendais la collègue de la commission qui disait qu'elle ne diffusait pas les données sur les propositions non retenues. Eh bien, on fait exactement la même chose. Voilà, donc ceci étant dit, un petit focus très rapide sur le travail qui est fait par l'équipe et en particulier par Zoé Friand qui ne peut pas être là aujourd'hui, et c'est pour ça que je présente, et je vous demandais d'être juste un peu tolérant avec moi parce que je ne connais pas l'intégralité des subtilités des traitements qui sont faits, mais je trouvais que c'était quand même, ça valait le coup de présenter ce traitement un peu spécifique. Et je le rappelais juste en introduction, on a des effets un peu particuliers, alors des effets communs à tous les pays. On a des effets de siège avec des institutions qui sont localisées à différents endroits en région. Évidemment, nous, on va tous penser à nos grands organismes. On peut penser aussi aux entreprises françaises qui ont des sièges sociaux. Et donc, l'effet sur les données, c'est qu'on a une concentration des phénomènes qu'on observe et là, en l'occurrence, des participations, souvent dans les sièges. Donc, on a beaucoup de choses qui se passent dans le 16e arrondissement, beaucoup de choses, etc. Ça, c'est le premier effet. Le second, c'est qu'on a aussi l'effet de la mixité avec certaines institutions, notamment les établissements d'enseignement supérieur de recherche, les universités, les écoles, qui ont tendance à être moins visibles que des organismes qui, pendant longtemps, ont été sans doute un peu plus staffés, un peu plus capés, un peu plus outillés pour prendre en charge les participations qui sont la plupart du temps réalisées au sein d'unités mixtes. Donc pour essayer de réduire, pas complètement résoudre les effets de siège, et puis aussi pour donner à voir un portrait un peu plus nuancé des participations institutionnelles au programme européen, on a travaillé avec les organismes que je citais tout à l'heure, le CNRS, INRIA, INRAE, ONERA,
à l'identification des laboratoires qui sont derrière chacune des participations françaises. Alors, pas chacune tout à fait, mais de beaucoup. Et donc, ce qui permet d'identifier, enfin, de descendre jusqu'au labo, donc d'améliorer la localisation géographique, de diminuer la place de la région Île-de-France, par exemple, par rapport aux autres régions françaises, et de faire apparaître un peu plus, de manière un peu plus nuancée, la place des organismes de recherche, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, etc. Donc une vision un peu plus nuancée, plus franco-française sans doute, des participations au programme européen. Et juste hier, très rapidement, en préparant cette intervention, je regardais dans le dashboard européen, on doit être à une présence des établissements d'enseignement supérieur qui doit être de l'ordre de 16% dans le dashboard. Et nous, on a montré avec ce traitement que, au travers des tutelles des unités mixtes, les établissements d'enseignement supérieur sont présents dans à peu près un contrat européen sur 2. Voilà, donc ça illustre un peu la richesse de ce travail. Donc, je vais pas non plus vous faire une démonstration parce que ça fonctionne exactement de la même façon que le dashboard européen. Mais en gros, vous avez donc à l'adresse qui est mentionnée sur cette diapositive, vous avez un dashboard qui vous permet d'analyser la position du CNRS. Alors, à l'issue des retraitements que nous avons opérés, selon des règles qui sont présentées dans la partie méthodologique, qui est le dernier onglet sur la droite de ce tableau de bord. Voilà, donc je pensais que c'était assez intéressant et donc nous, on est très sensible à l'enrichissement régulier qui est réalisé dans les bases de la commission, qui diminue qui améliore à la source la représentation géographique et institutionnelle des participations au programme européen et qui diminue la quantité de travail qu'on a à produire pour arriver à améliorer à rendre un peu plus précise l'image qu'on donne des participations au programme européen. Alors, on réduit beaucoup les effets de siège pour les organismes publics, pas pour les institutions privées, pour les Thales, Safran et autres. On a quand même des effets de siège qui sont encore assez majeurs et qu'on ne parvient pas à réduire et pour lequel on a aussi beaucoup moins investi. Voilà sur cet outil un peu spécifique, pour ensuite passer au cœur de la commande qui est celle de présenter Scanner. Donc Scanner qui est un outil beaucoup plus généraliste d'aide au profilage, à la compréhension des profils des acteurs français de la recherche et de l'innovation. Donc Scanner a été construit sur la base du constat que, ma foi, de l'information pour savoir ce qui se passe en matière de recherche et d'innovation, il y en a un peu partout. Vous avez des bases sur les thèses en France, qui sont organisées à l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Vous avez les publications scientifiques qui sont encore ailleurs. Vous avez les bases de brevets de l'Office européen des brevets et de l'INPI. Voilà, donc vous avez une information qui est complètement atomisée, ce qui interdit de façon simple de produire une vision intégrée à 360 degrés des acteurs de la recherche et l'innovation en France. Donc l'idée de Scanner, c'est d'agréger toute cette information autour des acteurs du grain le plus fin jusqu'au grain le plus important, autrement dit pour le public, du laboratoire jusqu'à ses tutelles, d'agréger cette information pour donner à voir une vision à 360 degrés de l'activité de recherche et d'innovation de tous ces acteurs français. Alors, Scanner est structuré autour de 4 types d'objets pour lesquels on va à chaque fois concentrer un maximum d'informations pour arriver à comprendre leur positionnement et l'évolution de ce positionnement dans le temps. Donc les entités, par entité, on va entendre les structures qui ont une existence juridique ou non, donc les laboratoires, leurs tutelles pour le public,
mais vous avez également donc des acteurs qui relèvent du monde des fondations et des associations ou des acteurs privés. Donc l'ensemble de ces acteurs sont regroupés au sein des entités. On va également couvrir les auteurs. Autour des auteurs, on va essayer aussi de raccrocher un maximum d'informations. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. On va aussi suivre un maximum de financement public sur appel à projet. Donc pour la France, évidemment, on s'intéresse à l'ANR. Mais on couvre également l'ANR qui diffuse ces données sous forme de données ouvertes depuis peu et de façon fort confortable, mais d'autres financements publics, PHRC, PHC, ADEME, etc. On couvre à peu près une centaine de milliers de financements publics depuis quelques années. Et le dernier type d'objet qu'on va suivre, ce sont les productions. Les productions, c'est les articles, les ouvrages, les monographies, les thèses et les brevets, pour lesquels on va aussi concentrer le maximum d'informations autour de chacun de ces objets. Donc on couvre actuellement 42 000 entités françaises, disons, disposant d'une adresse française et qui sont vivantes, à peu près 500 000 auteurs, alors là on a quelques morts aussi, 99, une centaine de milliers de financements et plus de 2 500 000 productions, donc des thèses, des publications et des brevets. Et vous voyez là, il y a un nuage de sources. Eh bien, toutes ces sources vont être agrégées, elles sont enrichies, mises en qualité et alignées sur des référentiels afin de regrouper le maximum d'informations autour de chacune de ces 4 entités, de ces 4 objets, donc les entités, les structures institutionnelles disposant d'une existence légale ou non, des auteurs, des financements et des productions. Et alors ce que fait Scanner, c'est qu'il va établir, en fait la richesse de Scanner, c'est évidemment les hexagones, mais ce sont aussi les liens qui ont pu être établis, alors qu'ils ne sont pas des liens forcément natifs et disponible de manière aisée dans les bases de données, mais c'est justement tout le travail qui est réalisé par l'équipe, c'est d'établir un maximum de liens entre tous ces objets qui sont interreliés. Un auteur va signer sa publication d'une entité, donc on va pouvoir le relier à une publication, à une entité. Des financements vont être attribués à des entités, à des auteurs. Enfin là, c'est pas mentionné parce que c'est encore un lien qui est assez faiblement documenté, mais qui va l'être de plus en plus, notamment grâce aux données qui sont mises à disposition par l'ANR depuis quelques mois. Voilà, donc cette richesse de Scanner, c'est la capacité à établir des liens et qui va nous permettre de proposer cette vision à 360 degrés de ces 4 types d'objets. Et ensuite, Scanner se présente, vous êtes peut-être à regarder dessus, autour, donc vous avez une page d'accueil avec une barre de recherche. Si vous allez au-delà de la barre de recherche, sur les résultats, on vous présente l'intégralité des résultats sous forme de listes filtrables. Vous pouvez vous intéresser qu'aux unités de recherche, qu'au secteur privé, qu'au secteur public. Vous pouvez appliquer des filtres géographiques de l'unité urbaine jusqu'à la région, ou évidemment, si vous n'en mettez pas, vous avez la France entière. Et puis d'autres types de filtres. Donc des filtres géographiques, etc. Donc une vue résultat du moteur de recherche sous forme de liste, et une vue sous forme d'une vision agrégée des résultats qui sont proposés par le moteur. Je ferai une courte démo tout à l'heure pour rendre ça un peu plus complet, mais l'idée c'était que vous ayez une première vision de synthèse de l'architecture générale du produit. Donc un moteur de recherche qui nous permet d'identifier, ensuite d'affiner les résultats, et qui permet d'avoir une vision globale de ces résultats par quelques data visualisations. Voilà. Et ensuite, donc là, on va détailler par exemple, et on reviendra dessus, mais très rapidement, pour vous donner une idée du champ qui est couvert par cette vision à 360 degrés qu'on propose dans Scanner sur le champ des entités, donc les laboratoires, leurs tutelles, les entreprises, les fondations, etc.
On a un portrait assez descriptif de l'unité, de l'entité qui est listée, quand a-t-elle été créée, quels sont tous ces identifiants dans toutes les sources qu'on va mobiliser, est-ce qu'elle a un logo, etc. Où est-elle localisée? Si elle est multilocalisée, on essaye de localiser les multiples implantations. Comment se situe-t-elle par rapport aux autres institutions? Est-ce qu'elle appartient à des fédérations? Quelles sont ses tutelles? Quels sont les réseaux auxquels elle participe? Sa présence sur le web. Et puis ensuite, on va agréger des listes de projets, des listes de publications et des listes de brevets afin justement de regrouper le maximum d'informations. On va également représenter son équipe, donc à la fois le staff de direction, donc qui provient pour les unités de recherche du répertoire national des structures de recherche, et pour les équipes, en fait, c'est une reconstitution automatisée des équipes, puisqu'on ne dispose d'aucun annuaire, on n'utilise aucun annuaire, hein. Je vous rappelle qu'on n'utilise que des sources qui sont ouvertes et librement réutilisables. Et donc, nous, on va reconstituer les équipes au travers des affiliations qu'on a pu détecter dans les bases de publication. Voilà. Et on va vous proposer aussi des listes d'entités ou d'objets, enfin là, on est sur la rubrique entité, mais des listes d'entités qui sont similaires, qui présentent des profils syntaxiques similaires ou proches. Alors, plus on a de l'information sur un objet, et meilleur on est pour trouver ses voisins, et moins on en a, et plus on peut tomber à côté. Donc en gros, on n'est pas mauvais sur tout le public. Pour les entreprises, c'est hétérogène en fonction de la quantité d'informations qu'on a pu regrouper et concentrer autour de chacun des objets. Et on procède de même autour des auteurs, autour des financements, autour des productions. Autour des auteurs, on va agréger les publications, les thèses qui ont été écrites ou qui ont été encadrées ou pour lesquelles les auteurs ont été rapporteurs. Pour les financements, on va essayer, et on y arrive de plus en plus, notamment avec les efforts qui sont faits par les agences de financement nationales ou internationales comme l'Europe pour fédérer autour des financements leurs résultats. On va de plus en plus avoir les publications qui sont associées au financement. Et inversement, sur les productions, on va avoir les publications, on va avoir un certain nombre de citations on est pour l'instant moins exhaustif que les bases commerciales de citation, mais on utilise une base qui monte très rapidement en puissance, qui s'appelle Open Citation, que la France subventionne depuis à peu près 1 an, et qui est appelée à devenir une base de référence une base ouverte de référence en matière de citation des travaux scientifiques. Voilà. Alors, tout ce travail, c'est un travail d'algorithmie, d'enrichissement, de traitement de l'information. Évidemment, on n'est pas exhaustif, on n'est pas imperméable aux erreurs, on en commet. Et surtout, on a des utilisateurs qui sont savants, qui connaissent le terrain, qui nous apprennent beaucoup de choses. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils pour intégrer de plus en plus facilement les remontées du terrain, qui viennent enrichir nos bases ou nous aider à corriger les erreurs, évidemment après vérification après vérification. Donc on a des remontées sur des déclarations d'homonymie. Donc l'idée, c'est de faire monter en qualité l'ensemble des bases qu'on va mobiliser. Donc les référentiels auteurs qui sont administrés par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur et l'ensemble du réseau dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche des professionnels de l'information scientifique et technique et des bibliothèques. Donc ça nous amène à contribuer à l'amélioration de ce patrimoine commun ouvert. On a aussi des problèmes d'alignement sur des référentiels de structure. On a des publications pour lesquelles on n'arrive pas à mettre en place un lien automatisé entre un auteur et ses travaux.
quand, par exemple, les métadonnées sont trop parcellaires, quand, par exemple, un prénom n'est désigné que par une initiale. Donc, dans ces cas-là, nous, on préfère ne pas faire ce lien. Mais on a des auteurs qui reviennent vers nous et nous disent c'est ma publication, et donc, après vérification, on va pouvoir enrichir progressivement cette donnée. Pour vous donner alors je crois que c'est quelque chose que j'avais prévu de dire un peu plus tard, mais on a traité à peu près 1200 retours terrain depuis la mise en ligne de cette seconde version de Scanner, depuis début 2020. Voilà. Donc, ce qui me permet, donc ce travail avec les utilisateurs, ça me permet de positionner tout de suite Scanner comme n'étant absolument pas un outil d'évaluation. On n'a pas de prétention à l'exhaustivité, on ne l'atteindra jamais. On ne produit pas de métrique, on ne fait pas de bibliométrie, vous ne trouverez pas de H-index dans Scanner. Vous trouverez un outil qui aide à se faire une idée des profils et des orientations en matière de recherche de toutes les entités, quelle que soit leur nature juridique ou l'orientation de leur recherche, de la théologie protestante à la physique quantique ou encore d'autres thématiques, à identifier leur profil, à savoir à répondre à des questions, mais sous forme plutôt qualitative, sur quoi travaille-t-elle, avec qui, avec quoi et pour quel résultat, mais sans prétention d'exhaustivité et surtout pas avec un positionnement d'évaluation, mais plutôt de mise en valeur des travaux et d'aide justement à la caractérisation. Voilà, donc ça c'est extrêmement important, hein. C'est vraiment un outil, on est dans une session sur le benchmark, Scanner n'est pas spécifiquement un outil de benchmark, c'est un outil d'aide à la compréhension du paysage français, de la recherche et de l'innovation. Voilà, c'est un outil qui est au service de la visibilité de la recherche française. On a mis en ligne une nouvelle version en janvier 2020, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Alors, sans aucun effort de communication, parce que nos épaules sont en ce domaine assez étroites. On a une excellente indexation de l'ensemble du contenu qu'on va proposer et fédérer dans les principaux moteurs de recherche. Enfin, j'ai même pas mis de S à principaux parce que c'est plutôt un seul qui compte. Mais j'ai encore vérifié sur Bing, que je n'utilise que très rarement. Ça sort pas mal. On a une fréquentation moyenne qui... je répondrai au chat plus tard, parce que là, je n'ai pas de collègue pour m'aider à répondre, donc on fera le point un peu plus tard. Je tâcherai d'être un peu plus concis, et je répondrai au chat plus tard. Donc, on a une fréquentation qui se maintient entre 2 et 4 000 visites quotidiennes et qu'on pense qu'il va croître avec un certain nombre de nouveaux services qu'on va pouvoir mettre en place et que je vais indiquer. Et puis, au fur et à mesure que nos algorithmes vont devenir plus performants et plus exhaustifs et qu'on aura fait cet effort de communication et de portage auprès du terrain. Voilà, et on a une forte visibilité, en tout cas beaucoup plus importante à l'étranger également. D'ailleurs, Scanner est en français et en anglais. On ne fait malheureusement pas d'autres langues pour l'instant que le français et que l'anglais. Et ce qu'on constate, c'est différents types de visiteurs. Scanner peut être une première porte pour des recherches bibliographiques. Ce n'était pas du tout envisagé comme ça. Et Scanner n'est pas un outil de recherche bibliographique a priori, mais visiblement ça sert beaucoup pour ça. Et évidemment c'est aussi un usage pour ce qu'on avait envisagé, un outil d'aide à la compréhension du positionnement des uns et des autres. Voilà. Juste avant de revenir à ma présentation, je vais faire juste un petit tour sur Scanner pour que vous ayez une idée de comment ça marche en direct. Donc, une page d'accueil en français ou en anglais, un espace de recherche, un état du nombre d'entités qui sont référencées. Donc, je disais
J'affichais dans ma présentation 99 000 financements, on est maintenant à 108 000, plus de 108 000. Voilà, donc avec cette barre de recherche, on peut faire une recherche. Hop, on peut chercher quelque chose sur l'océanographie. D'habitude, je fais plutôt dans l'informatique, mais on va changer. Donc, une page qui présente les résultats. Donc, quelles sont les entités, les financements, les auteurs, les productions qui répondent au terme océanographie. Donc, sans traitement lexical subtil, hein, si vous voulez océanographie en français, en anglais, quoique là, il y a quand même un peu de lématisation, il vaut mieux utiliser un certain nombre de fonctionnalités avancées du moteur qui permettent de dire je veux océanographie en français et en anglais. Ou en anglais, pardon. Donc, des résultats. Une première page de résultats qui vous présente les six premières entités, alors par pertinence du moteur, hein. Donc là aussi, il faut prendre à distance. Les 6 premiers auteurs, les 6 premiers financements et les 6 premières publications. Et puis après, vous avez accès donc un onglet par type d'entité et des possibilités de filtres. Donc là, si on va sur le filtre entité, des filtres géographiques. Si je m'intéresse à la région toulousaine, on peut faire un filtre sur Toulouse-Ville, Toulouse-Agglo, Toulouse Académie, etc. Donc on peut descendre jusqu'au niveau communal, en passant par les unités urbaines, par exemple où on a des campus un peu étendus qui dépassent les frontières d'une commune. Eh bien, ça permet aussi de regarder de cette façon-là. On peut appliquer des filtres institutionnels par type d'organisme, si vous cherchez des PME ou autres. Par tutelle, je ne recherche que les unités, par exemple, qui sont sous tutelle de l'Institut Pasteur, puisque c'était l'exemple qui était choisi. Toutes celles qui disposent au moins d'un financement H2020, par exemple. Voilà, puis d'autres filtres. Est-ce qu'elles relèvent, c'est des institutions qui sont adhérentes au réseau Curie, qui appartiennent à l'Alliance à l'Envie, qui sont lauréates ILAB, etc. Alors évidemment, c'est pas toujours pertinent par rapport à ce qu'on peut chercher, mais en tout cas, là, je peux chercher un exemple tout à fait, peut-être un peu crétin, mais quels sont les lauréats du concours ILAB qui parlent d'océanographie. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a la même chose sur les financements, mais avec des filtres qui sont spécifiques au financement, les types de financement. On a un peu de détails sur les financements européens. On peut jouer avec la timeline pour tailler dans l'information et ne se concentrer que sur certaines années. Sur les auteurs également. Donc là, on peut filtrer les auteurs aussi par un certain nombre de distinctions ou par les rôles qu'ils ont occupés au cours de leur carrière. Et sur les productions, on peut filtrer les productions, donc avec 3 grands types, les inventions, les publications, les thèses, aussi la possibilité de travailler là-dessus. Donc pour les thèses, on couvre toutes les thèses qui sont soutenues en France depuis 1990, et pour les publications, on va couvrir les travaux qui sont postérieurs à 2013. Donc ça, c'est pour les articles, et pour les ouvrages et les monographies, c'est une sélection issue du SUDOP, donc le catalogue collectif des bibliothèques et de l'enseignement supérieur en France. Donc, si je reviens sur mes entités, comme ça vous aurez une idée du fonctionnement réel. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Des éléments de caractérisation généraux. Le nom du directeur, s'il a une présence sur le web, donc on peut trouver des réseaux sociaux, des pages Wikipédia, des sites web, ce genre de choses. À quel réseau quels sont les réseaux et son appartenance. Donc là, tous les éléments de tutelle, de fédération, vous allez retrouver ça ici. Si c'est un labo qui est membre d'un Carnot, vous allez le retrouver ici.
Des éléments sur... ah non, en plus, c'est pas cet exemple-là que je voulais prendre parce qu'il est un peu moins riche. Donc, c'était plutôt celui-ci qui est le Legos pour lequel on a une diversité d'informations supérieure. On a son logo, on a l'ensemble de son staff. On peut rebondir sur les profils, sur la fiche auteur d'Alexandre Ganacho ou de Jean-François Créteau. Sa présence sur le web, donc son réseau. Là, on a reconstitué les auteurs. Alors, ce n'est pas forcément les auteurs, l'ensemble des auteurs qui sont affiliés au Legos, mais ce sont ceux pour lesquels on a pu, au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021, les associer au Legos, au travers des affiliations dans les publications qu'on a pu leur relier. Des éléments sur les financements. Donc ces financements, on les présente sous différentes formes, donc avec une vision un peu de synthèse sous forme de graphes, différents types de graphes, une évolution du nombre de projets annuels, des nuages de mots-clés, ou des caractéristiques de temps, de nombre de participants au projet pour ces projets, ou sous forme de liste, si vous vous intéressez aux listes. Voilà. Et le principe de présentation est strictement le même pour les productions, mais évidemment adapté au type de production. Donc une vision de la data visualisation pour, par défaut, avoir une idée du taux d'ouverture, de la répartition des travaux des productions par année, du nuage de mots-clés, des journaux les plus utilisés pour diffuser l'information, et des types de publications qui sont privilégiés par l'entité qu'on va couvrir. Et là aussi, une vision sous forme de liste. Bon, l'intégralité est exportable, téléchargeable. Quand il y a des images, vous pouvez récupérer les images, etc. Des accès directs aux évaluations du HCRS. Et ensuite, des visions de synthèse sur les partenaires, donc les partenaires qui sont associés dans des projets financés sur AAP, soit français, soit internationaux, des institutions qui sont associées aux co-auteurs des publications. Et donc derrière, vous voyez que le Legos va travailler avec le laboratoire Cassel-Bruxelles et qu'on a réussi à relier 3 éléments en commun. Voilà. Et donc là, c'est pour la partie étrangère, puisqu'on va également référencer et associer un maximum de travaux, de financement aux institutions étrangères. Voilà, et donc dans le bas de cette fiche, eh bien vous avez des entités qui travaillent sur des thématiques similaires. Donc là, la climatologie, donc on voit CLS, qui n'est pas très loin, et puis d'autres laboratoires d'océanographie ou de climatologie. Voilà, et donc cette vision sous forme de fiche de synthèse, eh bien on l'a également sur des fiches auteurs, voilà, qui sont plus ou moins riches, sur des fiches auteurs, avec là aussi un état des collaborations ou des auteurs qui sont proches. Voilà. Alors, donc ça c'était la vision assez rapide de Scanner. Donc on va sortir, je vous ai dit qu'après une grande phase en plongée dans les données et de très gros travail sur ces données pour produire un scanner uniquement à partir de ressources ouvertes, diffusables de manière, sans aucune restriction, contrairement à des produits commerciaux, à d'autres produits commerciaux. Après cette plongée dans les données, on va intensifier nos efforts de communication et de travail sur le terrain avec des formations qui sont prévues auprès des urfistes en région. Et on va diffuser également quelques vidéos tutoriels pour vous donner les clés de scanner, mais entre un fonctionnement qui est relativement simple et des FAQ qui sont quand même
à la fois concise et nombreuse et détaillée en français et en anglais, je pense qu'il n'y a aucune difficulté objective à utiliser cet outil. Et encore une fois, on est soucieux de répondre à nos contacts et dans la mesure de nos moyens, on y répond systématiquement, que ce soit pour des enrichissements, des demandes de présentation un peu spécifiques ou des échanges plus détaillés avec des institutions qui souhaitent comprendre comment elles sont représentées dans Scanner, comment faire pour améliorer la qualité du portrait qu'elle propose, etc. Voilà. Ou avec des chercheurs qui souhaitent réutiliser les données. Voilà, ça c'est la présentation générale de Scanner. Je vais très rapidement revenir sur la présentation, enfin le PowerPoint, avec un petit travail qu'on envisage de faire et qu'on est en train de conduire avec nos collègues de la DAEI, donc la Direction des Affaires européennes et internationales. Donc, puisque l'idée de Scanner, c'est à la fois évidemment de produire un service avec Scanner, mais c'est aussi de constituer des données à partir desquelles on peut produire un certain nombre de services. Donc on produit déjà un certain nombre de services qui sont souvent invisibles. L'ANR par exemple utilise un petit outil qui permet de détecter si un auteur a par le passé rédigé un article avec un autre auteur. Tout ça, ça permet d'identifier d'éventuelles trop grandes proximités quand il s'agit d'affecter des propositions à évaluation. Par exemple, on travaille également avec l'Institut universitaire de France sur à peu près les mêmes problématiques de constitution de jury. On a différentes réutilisations. Et là, l'idée, c'est d'utiliser les données qui sont derrière Scanner pour aider à trouver des partenaires potentiels qui seraient à peu près pertinents par rapport à des thématiques de call qui vont commencer à arriver dans les prochaines semaines. Voilà, donc l'idée générale, c'est d'utiliser les informations qui sont proposées par la Commission dans ces annonces de call, de propulser ces mots-clés dans le moteur de Scanner et de proposer une liste ordonnée des institutions qui vont cumuler le plus de mots-clés, sachant qu'on ne va s'attacher et on ne va faire ressortir que les institutions qui ont au moins deux mots-clés qui sont présents dans les calls de la commission et qui ont pu être trouvés dans l'ensemble des ressources qu'on a pu identifier. Et on va évidemment mettre en tête de liste les institutions qui cumulent le plus de mots-clés. Voilà. Et ensuite, vous pourrez confirmer ou infirmer la pertinence qui est proposée par Scanner en allant explorer les profils de ces institutions dans Scanner. Et donc, ensuite, voilà. Et l'idée, c'est de proposer un service qui aide à boucler un consortium ou à identifier des partenaires potentiels. Soit pour quelqu'un en établissement qui souhaite doper un peu la participation des unités dont il a la responsabilité localement, ou quelqu'un au contraire qui souhaite trouver un partenaire, alors soit public, soit privé, pertinent par rapport à tel call pour boucler un consortium. Voilà, donc sur ce que j'avais à dire lié directement à la présentation, je pense qu'on a fait le tour. Je vais rebalayer très rapidement le chat que je n'ai pas eu le temps de lire. Ça remonte où? J'en ai pas... Alors, des essais rédigés par des chercheurs figurent-ils dans cette base? Alors, est-ce qu'on parle d'essais cliniques? Alors, si on parle d'essais cliniques, les essais cliniques vont rejoindre Scanner là, dans les prochaines semaines, puisqu'on a un travail spécifique sur les problématiques de santé, et donc on aura une bien meilleure couverture des problématiques de santé, et on va exploiter effectivement les données sur les essais cliniques.
Si ce sont des essais au sens d'articles, le champ couvert par Scanner, Scanner n'est jamais qu'un agrégateur de ce qui a été déclaré ailleurs, et cet ailleurs étant les bases mondiales de publication, Crossref en l'occurrence, ou HAL. Voilà, ce sont nos deux principales sources pour identifier les travaux qu'on va pouvoir fédérer à Scanner. Alors, si je n'ai pas répondu à la question, vous pouvez compléter par le chat. Pouvez-vous rappeler comment vous êtes arrivé à la fiche de synthèse, moteur de recherche, recherche, et je clique sur un des objets qui m'intéresse après avoir ou non appliqué quelques filtres supplémentaires. Pour identifier les partenaires hors France, vous utilisez quelle base de données? Alors, effectivement, pendant longtemps, ça a été un peu difficile. Depuis quelques années, il y a eu d'abord une base de données alors sous licence ouverte, mais éditée par un éditeur privé qui s'appelle Digital Science, qui s'appelait Grid, qui constitue une bonne base au niveau institutionnel. Donc pas au niveau infra-institutionnel, mais pour recenser les universités chinoises, irlandaises ou malgaches et les institutions de recherche. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Depuis quelques mois, en fait, Grid a permis d'alimenter une initiative ouverte qui s'appelle ROR, et c'est plutôt vers ce type de référentiel qu'on va s'orienter. Voilà pour ce que je vois dans le chat. Olivier, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai fait le tour et Merci. Écoute, j'ai dû dépasser un peu. Il y avait une question que je vois qui était: est-ce que le traitement est corrélé avec la Commission européenne? Eh bien non, pas tout à fait, puisque nous, on s'appuie sur... oui et non, on va dire. Au niveau institutionnel, oui. Si vous avez marqué, s'il y a marqué CNRS au niveau de la commission, on retrouvera du CNRS à notre niveau. Mais nous, on est allé jusqu'à identifier le LEGOS, qui doit être un labo mixte. Et donc, on retrouvera tel projet de la commission, à la fois au LEGOS et à la fois dans les autres tutelles. Voilà, donc oui et non. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Je crois que cette présentation était vraiment très intéressante, et c'est vraiment, on a deux beaux outils là qui présentent un grand intérêt pour des publics qui peuvent être les mêmes, mais pas nécessairement non plus. Je crois qu'ils sont vraiment complémentaires. Merci beaucoup pour ces présentations. Je vous rappelle, elles ont été enregistrées, donc on les mettra en ligne. On pourra les republier. Les liens sont sur le site horizoneurope.gouv.fr. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous d'avoir participé, et puis à très bientôt. Et si vous avez d'autres questions, vous les posez à travers le PCN directement, et puis on fera suivre. Merci à tous, merci à toutes, bonne journée, et puis à très bientôt.